Bonjour, bonsoir à tout le monde, c'est Betty Yengo. Soyez tous les bienvenus sur notre plateau Twins BN. Je ne suis pas seule comme d'habitude, je suis avec ma sœur jumelle que je demanderai de s'introduire. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Nina Kazad. C'est un plaisir encore de nous retrouver avec vous et merci de vous connecter et d'être là avec nous. Je vais savoir comment va ma sœur jumelle. Je vais super bien. Et toi? Non, je vais très bien en tout cas. Sans plus tarder, nous avons une invitée. Une personne que vous allez beaucoup aimer, une personne qui a une histoire super bien. C'est une personne que nous aimons beaucoup, une personne spéciale. La personne n'est rien d'autre que Dr Bijou Biola, que nous souhaitons la bienvenue sur notre plateau. Bienvenue Dr Bijou. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Nina, bonjour Betty, vous êtes toujours aussi belle. Ah, toi aussi, hein? T'es comme une poupée Barbie, hein? Ça fait plus de 15 ans que je connais Betty, elle est toujours la même, elle ne change pas, toujours aussi belle. Même toi aussi, ma chère, c'est comme si on se connaissait. C'est comme si on est encore jeune. Oui. On est jeune. On ne prend pas de l'âge, d'accord. mais en fait, on ne prend pas de l'âge, en fait. Bijou, en tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Je sais que tu es très occupée et tu as quand même pu avoir quelques minutes pour nous. Et nous sommes très flattés pour cela. Nous te disons grandement merci. Merci de m'avoir invitée sur votre plateau. Je suis vraiment très flattée. Merci. C'est un plaisir. Sans plus tarder, notre audience ainsi que nous-mêmes, on aimerait savoir qui est Bijou. Parle-nous quelques lignes. Qui est Bijou? Ok, donc Bijou, au départ, c'est... Bijou est mariée. Oui. Elle est l'épouse de Monsieur Biola, parce que Bijou, c'est pour les proches, Oui. mais Bijou est docteur Biola, donc elle est l'épouse de Monsieur Biola. Okay. Elle est la maman de 3 beaux garçons. Ok. Ah, tu n'as eu que des garçons, hein? Je n'ai eu que des garçons. Moi, je suis une belle-mère. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Oui, elle est la maman de 3 beaux garçons et comme je l'ai déjà dit, je suis médecin. Oui. Et ça fait 17 ans que je suis médecin. Ça fait 17 ans. Oui. Waouh. Ça, c'est très bien. Et tu as parlé de ta famille, mais à ce que je sache, tu viens d'une autre famille, tu viens d'une famille où tu as des parents, ils sont en vie, tes frères et sœurs. Oui, je viens d'une petite famille, donc j'ai 2 petites sœurs. Je suis l'aînée, donc je viens d'une famille de 3 filles et j'ai 3 garçons. Quelle bénédiction! Ça, c'est bien. Donc mon père, il est toujours. Je viens d'une petite ville dans le sud du Congo, une charmante petite ville, Likasi. Il paraît que c'était la plus belle ville. C'était Jadotville à l'époque. Je ne sais pas si les gens connaissent Jadotville. C'était une ville très coquette. Hein. Ok. Allez faire vos recherches, vous allez voir. En tout cas. C'est un peu comme dans le sud de la France, c'était vraiment des petites parcelles avec des haies en fleurs. Ah bon? Et on avait une pépinière chez Nursery, qu'on appelle ici en Afrique du Sud. Oui. C'était à l'époque de la grande Gécamine. Donc, D'accord. oui. Donc on a. Maintenant, c'est foutu. Oui, c'est complètement, c'est par terre. Mais bon, je pense qu'avec la volonté, on peut toujours élever. Hein. Oui, bien sûr. Et, Bien sûr. si on y met, mais la base est là. Oui. Mais bon, c'est vrai que c'est dans un état assez délabré et tout. Ok. D'accord, donc maman est là. Maman est là, papa est là. Papa, mon père, il est aussi il est médecin, il est professeur de gynéco-obstétrique à l'université de Lubumbashi. Ah, d'accord. Oui, maman a travaillé comme PA quand elle était jeune, mais bon, il y a longtemps. Hein. Oui, Après, maintenant, elle oui. s'occupe de prendre soin de papa et de notre jeune cadette qui vient de faire ses examens d'État, de passer ses examens d'État. Oui, d'accord. Voilà. Yeah. Mais c'est quand même pour les Congolais avoir une petite famille. Hein. C'était À l'époque, c'était les chiffres 12. Oui, c'est bon. Ils ont décidé ou c'était un choix, je sais pas. Je pense que c'est arrivé. Je pense que c'est arrivé. Ils ont eu parce qu'on a quand même des grands écarts entre nous aussi. Ah, Oui. d'accord. Donc, Ah, ben ça va. Mais j'aimerais savoir, Bijou, comment tu as grandi ton enfance, le rêve que tu as toujours eu en tant qu'enfant. moi, au départ, j'ai grandi à Likasi, mais je suis née à Kisangani.
Ok. Je suis née à Kisangani, j'ai quitté Kisangani, j'avais 6 ans. Donc mon père était assistant à l'université aux cliniques universitaires de Kisangani. Donc j'ai eu une belle petite enfance. Je me rappelle, je pense que les années 80, c'était les plus belles années. Oui, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, même de par la musique, ça, dans les années 80. Et la vie était calme, le Congo était, le Zaïre à l'époque, très prospère. Donc paisible, prospère. Et bon. Donc j'ai eu une très bonne enfance, une enfance heureuse. Et en 86, je pense que mon père a trouvé du boulot à la GKMIN. C'est comme ça qu'on a bougé au Katanga. Et donc à partir de là, j'ai grandi au Katanga. Et en tant qu'enfant, entendre déjà comment tu parles avec beaucoup de douceur, je me demande, en tant que cette petite fille-là qui grandissait, j'imagine toute belle, tu avais certainement des rêves. Quels étaient tes rêves en tant qu'enfant? Moi, en tout cas, c'est facile parce que j'ai toujours voulu, je pense que j'ai toujours été inspirée par mon père. Donc j'ai toujours voulu être médecin. Fille à papa, fille à papa. J'étais très studieuse à l'école. Je pense pas que ça s'est arrêté. Hein? Non, ça s'est pas, non, ça s'est pas arrêté. Ça s'est peut-être un peu atténué, mais avec, vous savez, quand on a des enfants, il y a d'autres choses qui prennent préséance. Mais oui, quand j'étais une jeune fille, j'ai toujours voulu devenir médecin. Je pense que j'étais inspirée, mais j'étais inspirée par mon père, le voir comment il travaillait, comment il se donnait pour la communauté. Et moi, c'était en moi, je voulais aussi aider les gens, j'avais ce sens de vouloir aider très jeunes, les gens qui souffraient. Et pour moi, c'était clair. Il n'y avait pas d'hésitation, c'était vraiment clair. Donc c'était ça, mes études primaires, très focales, ça arrivait à l'école secondaire, biochimie parce que je veux faire la médecine et la médecine et bon, voilà quoi. Mais bizarrement, moi j'ai rêvé, en tout cas faire la médecine c'était un rêve, devenir médecin. Je crois que c'est Betty aussi, c'était ton rêve. Oui. On avait ce rêve-là. Et notre père, en grandissant, il nous achetait les jouets attraits à la médecine. Et c'était une passion, en fait. Aider les gens. Si une personne est malade, on aimerait bien prendre soin. Je me rappelle quand maman avait peut-être des douleurs, on était parmi les filles qui aimaient bien masser. Les petits soins. Mais bizarrement, le rêve s'est évaporé. Moi, sincèrement, je ne regrette pas. Non, je ne regrette pas aussi. Parce que j'ai une peur bleue de voir des cadavres. Alors je me pose toujours des questions, comment est-ce que j'allais m'en sortir? Alors sincèrement, je ne regrette pas. La médecine, c'est une vocation. C'est un beau métier, mais c'est avant tout une vocation. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Donc il faut vraiment l'aimer. Donc au-delà de juste aimer, il faut être vraiment passionné. Et une vocation. Non, ça c'est vrai, c'est vraiment une vocation parce que vous pouvez passer des heures et des heures. Moi, l'effet d'entrer à l'hôpital, tu te dis quand est-ce que je vais sortir d'ici? Parce que l'ambiance qui règne, en fait, c'est déprimant. Dans le milieu où j'ai évolué, j'ai plus évolué en Afrique du Sud. Lorsqu'on entre en garde, c'est 24 heures, ou plus de 24 heures. Vous ne dormez pas? 30 heures. Il y a un temps de repos. Tous les médecins qui sont de garde ont des chambres de garde. Mais tu ne peux aller dans ta chambre de garde que quand tu n'as pas de cas. Tu ne peux pas laisser une personne mourante et aller dans ta chambre de garde. Et surtout moi, comme j'ai évolué avec les enfants. Là, tu étais dans la pédiatrie? J'étais en pédiatrie. J'ai travaillé en pédiatrie pendant plus de 12 ans. Donc, un petit enfant qui complique, tu as ta chambre, tu as ton lit, mais tu ne peux pas y aller parce que tu dois t'occuper. Mais c'est... vas-y. Dis-moi, est-ce que quand il arrivait de cas compliqués là, pour les enfants et que par moment ils mouraient, tu as eu des cas comme ça? Bien sûr. Bien sûr, pendant 12 ans. Bien sûr. Et comment tu te sens? Je ne sais pas, c'est comment tu te sens, comment tu te sentais Est-ce que vous avez ce cœur-là? Vous sentez la pitié? Bien sûr qu'on sent la pitié et bien sûr qu'on est affecté, surtout si c'est un malade que tu as suivi pendant un certain temps. C'est encore pire, parce que tu t'es attaché au malade et tout cela. Et donc, on est affecté. On est affecté et je pense que ce serait important qu'on mette en place des systèmes de suivi psychologique aussi pour les médecins, pour debriefing.
ok. Je ne sais pas si on a installé, mais pendant le temps que j'ai évolué, il n'y avait pas. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a dans d'autres hôpitaux ou peut-être que moi je ne connaissais pas, mais je n'en ai jamais. Et mes collègues avec lesquels j'ai travaillé, on n'a jamais eu accès à ce genre de service. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir vous défouler, par exemple? Quand il arrive de cas comme ça et que vous sentez que vous entrez dans une dépression quelconque ou je ne sais pas... Bon, c'est là qu'on a besoin du support de la famille, on a besoin du support des amis, on a besoin d'avoir quand même un support social qui te porte aussi, qui t'aide et qui comprenne que tu as un métier... qui est demanding, qui est un métier qui demande beaucoup, non seulement sur le plan physique, parce qu'on peut, comme je vous ai dit, on peut être 24 heures, plus de 24 heures à l'hôpital, mais aussi émotionnellement, ça demande beaucoup. Donc tu dois avoir une bonne structure qui te porte et qui t'aide. Mais en tant que femme, maman, tu as pu manage, if I can say. Comme je dis toujours, je ne sais pas comment je l'ai fait. Je pense que c'est la grâce de Dieu parce que j'ai eu mes enfants assez rapprochés. Mes enfants, ils ont 2 ans entre eux ou un peu moins de 2 ans. Donc à un moment, j'avais un bébé, un enfant de... une année quand mon cadet est né, donc ils ont 15 mois de différence entre le cadet et celui qui vient, donc lui il avait 1 année et 3 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis le grand avait 2 ans en plus, donc 3 ans quelque chose. Donc et j'étais médecin, je faisais ses gardes, je faisais... Et looking back, quand je regarde en arrière, je ne sais pas comment je l'ai fait, je pense que c'est la grâce de Dieu. Je pense que j'avais une force, puis j'étais jeune, j'avais une... C'est bien cet aspect-là, tu étais jeune. Oui, parce que maintenant je sens la fatigue. Je travaille beaucoup moins que je le travaillais à l'époque, mais je me sens fatiguée. À l'époque, j'étais capable de tenir des heures, de faire autant de gardes, travailler, et puis rentrer à la maison. Je ne dormais pas, il fallait s'occuper des enfants, redevenir maman. Comme j'ai toujours dit aux autres jeunes médecins, là, donc moi, mon boulot de médecin commençait au gate de l'hôpital, donc à la barrière de l'hôpital, le matin, et s'achevait aussi à la barrière de l'hôpital, parce que déjà quand tu quittes, tu penses, oh, tel, elle a perdu sa chaussure de sport, il faut peut-être aller chercher, tel a un devoir, il faut aller acheter des trucs pour le projet de devoir, tel, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Donc déjà, ce moment-là, c'est terrible. Hein? Mais ça, c'est vraiment à féliciter. Hein? C'est vraiment à féliciter. Mais tu as dit que ça faisait 12 ans. Tu as arrêté, tu es maintenant dans quel domaine? Parce que quand tu parles de 12 ans, c'est... 12 ans que je travaille en pédiatrie, plus de 12 ans que je travaille en pédiatrie. Oui, et j'ai arrêté, je fais maintenant la médecine esthétique. Je suis toujours dans le domaine de la médecine, mais je suis maintenant dans la médecine esthétique. Tu combines? J'ai commencé la formation quand j'étais encore en pédiatrie. Et puis après, dès que j'ai commencé les formations, je faisais un peu, comme on dit, shadowing les autres médecins, ça veut dire un peu travailler avec d'autres médecins. Et puis après, je me suis décidée de carrément laisser l'autre, de me concentrer carrément à your baby. À mon nouveau bébé. Et voilà quoi. Mais pédiatrie, esthétique. Oui, beaucoup de... Oui. Qu'est-ce qui t'a fait Je comprendrais garderie. Ouais, c'est ça. Mais... Bon, comme Steve Jobs le dit toujours, how do you connect the dots? Ça veut dire comment tu relis les points. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. Et ça, on a l'impression que ce sont des faits... séparés, des faits distants les uns des autres. Comment tu arrives à connecter les points pour que ta vie ait un sens, un purpose. Moi, je me dis toujours que j'ai beaucoup aimé la pédiatrie et je l'aime toujours encore beaucoup. Surtout les soins intensifs des nouveau-nés. Donc la réanimation des nouveau-nés, j'ai beaucoup aimé. Les prématurés, le plus petit bébé dont je me suis occupée et qui est en vie pour le moment était 600 grammes. Un prématuré de 600 grammes. Elle est en vie jusqu'à aujourd'hui. Et voilà quoi, j'ai beaucoup aimé cela. Mais je pense que c'était pour un temps, pour purpose, at that time, ça m'a aidé. Mais ce qui m'a aussi poussé à aller vers l'esthétique, c'est que j'aime aussi la peau. J'aime aussi la peau, j'aime aussi donner la confiance aux jeunes femmes. Je vais vous en parler un peu plus quand on va parler de mon méthode esthétique.
mais aussi je suis une maman. Mes enfants sont devenus... J'ai évolué dans un milieu étranger, je suis étrangère ici, donc c'était un peu assez... challenging, ce qu'on nous demandait en tant que médecin de faire pour pouvoir se spécialiser. C'était un long processus, un long chemin. Donc j'ai fait ce processus, donc je pouvais me spécialiser, c'est comme ça que j'ai pu ouvrir mon cabinet. Mais quand j'ai fini, je me suis rendu compte que mes enfants avaient grandi et j'ai passé beaucoup de temps à étudier, j'ai passé beaucoup de temps à travailler et je me suis rendu compte que ok, je vais un peu poser. Peut-être qu'un jour je retournerai à la pédiatrie. Je vais un peu poser et m'occuper un peu plus de mes enfants. Ça c'est bien. Je vais m'occuper un peu plus de mes enfants. C'est comme ça que je cherchais un truc qui me donnait un peu plus de... j'ai cherché une spécialité toujours dans la médecine qui me donnait un peu plus de flexibilité. Que je sois un peu plus présente pour ces garçons qui deviennent adolescents. Oui, tu sais, en parlant de passer le temps avec ses enfants, le week-end, c'était un week-end quand je suis sortie avec mon fils. C'était jeudi, hein, la semaine passée. Je travaille dur aussi, quoi. Donc, j'ai presque pas le temps avec mon fils également. Ce jour-là, j'étais au boulot et il m'a envoyé un message disant que maman, j'ai juste besoin de passer du temps avec toi. Et j'avais vraiment un long programme devant de moi. J'ai dû appeler tous mes clients, annuler. Parce qu'au fin fond de mon cœur, je me suis dit, mais tiens, mais attends, on travaille à la fin pour qui? Pour ses enfants. Et alors, j'ai dû rentrer à la maison et le prendre. Et on a roulé, je crois, 30 minutes quelque part, rien qu'à deux. C'était super. Pour lui, c'était déjà beaucoup. Donc, moi, je te comprends quand tu dis, il y a des moments où il faut quand même s'arrêter, avoir le temps. Je vous dis que ce n'était pas une décision facile parce que moi, j'ai toujours voulu me spécialiser en pédiatrie. Mais cela me demandait d'aller encore faire une année d'abord, donc à peu près 5 ans, dans un hôpital académique avec un programme intense. Et je me disais, si je sors de là, mon fils aîné serait déjà même parti à l'université ou en train de partir à l'université. Alors je me suis dit non, que je passe d'abord, que je ralentisse. D'ici 7 ans, tous mes enfants seront à l'université. Donc si je vais retourner faire je ne sais quoi, je pourrais toujours le faire. Donc pour le moment, alors c'est comme ça que je suis tombée sur ma deuxième passion, qui est la peau. Et voilà quoi. On aimerait entendre. J'ai appris que tu as ouvert ton cabinet. On aimerait un peu savoir c'est quoi en fait l'esthétique. C'est quoi tu dis esthétique? La médecine esthétique. Parce qu'il y a la médecine, il y a l'esthétique qu'on a appris au Congo, la beauté, tout ça. Mais quand tu parles de la médecine esthétique, qu'est-ce que tu entends par là? Ok, donc ce sont des soins médicaux qu'on administre pour embellir la peau et ralentir aussi les signes du vieillissement. Voilà. C'est ce que... Oui, donc voilà, c'est une belle médecine. Oui, j'imagine. Hein? Mais je ne sais pas si j'ai déjà entendu parler de ça. Hein? La médecine esthétique, oui, non, mais ça a déjà été, ça existe depuis des années et des années, mais je pense que c'était prévalent dans le milieu des Blancs. C'est la classe chez nous, les Africains, c'est maintenant que c'est en train de monter. Maintenant qu'il y a quand même aussi une grande classe moyenne, parce que bon, il faut que c'est quand même une médecine de luxe. C'est une médecine de luxe. Donc, on savait qu'il y avait des stars qui faisaient ça. Et alors, ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Maintenant qu'il y a quand même une grande classe moyenne africaine, c'est comme ça qu'ils peuvent, ça devient aussi prévalent dans le milieu des Africains. Mais c'est différent entre ce que tu fais et ce que les Blancs font. Quand je dis les blancs, c'est-à-dire les noirs, la peau noire. Voilà, tu m'amènes à expliquer pourquoi même j'ai commencé, je me suis, voilà, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas aussi beaucoup de médecins noirs et j'avais des amis à moi qui sont allés voir des médecins ou des esthéticiennes blanches et qui ont eu des problèmes de peau. Il y a ceux qui ont eu des blessures et des brûlures à base des lasers utilisés et aussi des inflammations à cause de type de chemical pills. Chemical pills, c'est l'exfoliation à base de produits chimiques qu'on a utilisés. C'est une très bonne question que vous avez posée, s'il y a une différence entre la peau. Oui, il y a une différence. La peau noire
est plus, comment dire en anglais, prone to inflammation. Donc ça s'inflamme rapidement. Donc dans les traitements qu'on utilise, comme je donnais un exemple des exfoliateurs chimiques, on utilise sur les peaux noires ceux à un pourcentage très faible. Et il y a certains qu'on peut utiliser sur les peaux blanches qu'on n'utilise pas du tout sur les peaux noires. Et même le temps de pose, quand on pose ces traitements, sur les peaux noires, on les pose pendant un temps très court. Donc il y a une différence. Et même les lasers, il y a beaucoup de lasers qu'on n'utilise pas sur les peaux noires parce qu'il y a des risques de brûlure. Il n'y a que certains lasers très spécifiques, le NDI, qu'on peut utiliser sur les peaux noires. Donc, alors, il y a beaucoup de... J'imagine qu'on nous apprend tous quand on va faire ces formations. J'ai fait un diplôme en médecine esthétique. On nous en parle, mais j'imagine que les blondes, peut-être qu'ils payent plus attention à ce qui les concerne. Et moi, en tant que femme de couleur, en tant qu'africaine, lorsqu'on pointe que non, on ne peut pas utiliser sur les peaux noires, alors moi je fais très attention parce que ça me concerne, ça concerne ma communauté. Et voilà, je me suis dit que il faudrait que j'ouvre un cabinet où c'est vrai que je traite tout le monde, mais je me spécialise plus sur les peaux africaines. Ça j'aime en tout cas. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu différents points? Par exemple, si moi Nina, je me présente chez toi, je ne sais pas trop si j'ai un problème de peau, je peux avoir des petites taches, tout ça, ou bien je me dis, bon, est-ce que j'ai besoin d'un traitement? Comment tu peux traiter une personne? Parce qu'en fait, là, on sent savoir qu'on a un problème, on a besoin de quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui veulent rajeunir, il y a des gens qui veulent pas vieillir, mais rajeunir plus. Mais bon, c'est un peu... Non, mais c'est tout à fait normal. Mais c'est la plupart de nos clients aussi... certains savent ce qu'ils veulent, mais certains ne savent pas. Voilà. Mais chaque fois qu'on reçoit un nouveau client, on s'assied ensemble et on fait un treatment plan. Donc, on fait d'abord une consultation. On veut savoir c'est quoi que vous utilisez comme produit jusque-là, quelle est votre routine, quels sont les produits que vous utilisez, et est-ce que vous avez déjà eu à aller chez des médecins esthétiques, quels sont les traitements esthétiques. Donc, on fait toute une consultation. Et puis de là, on vous propose un treatment plan, on vous examine. On examine votre visage, votre corps, parce que ce n'est pas limité seulement au visage. On examine et on fait un treatment plan. On vous propose, on dit ok, voilà ce que on peut vous proposer pour améliorer votre aspect, améliorer l'aspect de votre peau, votre physique en général. Et à partir de là, on vous dit c'est ça, ça peut coûter autant. Et puis selon votre budget, vous dites ok, moi pour le moment je voudrais commencer avec ça. Et peut-être après je vais aller avec ça, selon ce qui est plus important pour moi. Ah, mais c'est bien. Mais est-ce que tu traites seulement c'est le visage, c'est tout le corps, c'est le ventre, c'est les cellules, je sais pas. Dans mon cabinet, on offre divers traitements. C'est le corps en général. Parce que mon cabinet d'ailleurs s'appelle Radiant Skin and Body Medical Aesthetics. So it's Radiant Skin and Body Medical Aesthetics. Donc, je veux donner ce que moi ce que moi je fais en tant que médecin, c'est que les thérapeutes font. Donc, en tant que médecin, moi, je fais, il y a le Botox, la toxine botuliниque que tout le monde connaît. C'est plus connu sous le nom son nom de marque qui est Botox. Botox, c'est un produit, c'est comme Pepsodent, le dentifrice Pepsodent. Quand on dit Pepsodent, tout ça. C'est la toxine. Oui, c'est un traitement, mais son nom, en fait, c'est la toxine botulique. Mais il y a la marque américaine Botox, il y a la marque européenne Dysport, mais la marque américaine plus connue, tout le monde connaît Botox, tout le monde parle du Botox, même si c'est ça, comme je l'ai dit, c'est le nom de marque, c'est en fait la toxine botulique. Elle permet de traiter les rides qui sont dues au mouvement, à l'hyperdynamisme des muscles. Et généralement, les rides qu'on traite, ce sont les rides du tiers supérieur du visage. Les rides au niveau frontal, vous voyez souvent les gens avec des lignes, les rides au niveau du front, les rides entre les sourcils, cette partie qu'on frogne, et aussi les rides du rire ou du sourire, qu'on appelle la patte doigt. Je pense que vous avez vu des gens. Donc le Botox permet de relaxer ces muscles
et ainsi traiter les rides. À l'époque, hein, on voulait carrément paralyser le muscle. C'est comme ça qu'on pouvait reconnaître quelqu'un qui avait eu le Botox parce qu'ils avaient un aspect figé. Leur visage était inexpressif. Mais maintenant, on a décidé, les nouvelles techniques sont plus soft. On ne cherche plus à paralyser le muscle, mais plutôt à le relaxer. Comme ça, le visage a toujours une expression et toujours un aspect naturel. On traite les rides et on garde toujours un aspect naturel. On peut toujours avoir des expressions au niveau du visage. Voilà. Et ça, c'est ce que moi je fais. Donc, tout ce qui est injectables. Donc, dans les injectables, comme j'ai dit, il y a la toxine botulinque, le Botox. Il y a aussi ce qu'on appelle en anglais dermal fillers, qui sont des thérapies de comblement. Je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise cela. Avec l'âge, on perd les graisses au niveau du visage. Je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsque vous étiez plus jeune, même si vous étiez beaucoup plus mince, mais votre visage était bien arrondi, comme bien chubby au niveau du visage. Mais avec l'âge, on perd les graisses et on perd aussi l'élasticité au niveau de la peau, ce qui fait que tout commence à s'affaisser. Tout s'affaisse, le visage s'affaisse et on a plus une lourdeur au niveau du menton. Alors, les dermal fillers, ce sont des produits à base d'acide HA, acide hyaluronique, qu'on injecte pour soit mimique les graisses qu'on a perdues, pour redonner la forme, redonner le volume au visage. Et des fois aussi, il y a certains types de dermal fillers qu'on injecte parce qu'avec l'âge aussi, non seulement on perd les graisses, mais aussi les os au niveau du visage sont remodelés. On peut aussi injecter pour mimique, pour imiter les os au niveau du visage. Et cela te redonne, en tout cas, ça te instantanément, je vous redonne une jeunesse. Voilà. Et il n'y a pas d'effet néfaste parce que nous, les Africains, on a tout le temps peur. On se dit peut-être qu'il y aura quelque chose après, je ne sais pas, avec le temps, ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu dis? Oui, par rapport au derme, par rapport à tout ce que tu as dit sur les injections qu'il faut avoir, donner le volume. Jusque-là, le Botox, ça fait plus de 20 ans que le Botox est utilisé. Et comme je dis, c'est nous, dans la société africaine, on est en train de découvrir cela, mais cela existe depuis des années et des années. Et les complications, généralement, qui sont relevées, c'est par rapport à la technique, à la technique d'injection. Donc, c'est pour ça que c'est très important de ne pas aller chez n'importe qui. De s'assurer que le médecin que vous voyez a fait des études dessus, qu'il a étudié dessus, qu'il n'a pas seulement regardé sur YouTube et tout cela, non. Parce qu'il y a des complications liées à la technique. On doit comprendre l'anatomie du visage. Comprendre, c'est parce que ce sont des injections, donc où est-ce que j'injecte, comprendre tout cela. Donc, généralement, les complications sont liées à la technique, et voilà. Comme je dis, je parlais du Botox, j'ai parlé des thérapies de comblement. C'est à base de HA, hyaluronic acid, qu'on trouve aussi dans notre corps. C'est pour cela que ce n'est pas permanent. Ça se réabsorbe après 6 mois, certaines personnes 1 année, 2 ans, ça dépend, mais ça se réabsorbe. Pourquoi? Parce qu'on le retrouve aussi dans notre corps. Oui. Et les thérapies de comblement, non seulement au niveau du visage, mais c'est ce qu'on met aussi aux lèvres pour donner du volume. Rappelez-vous, ça c'est pour donner du volume. Vous avez vu beaucoup de gens qui ont des lèvres fines et qui veulent avoir des lèvres pulpeuses, je pense comme la fameuse Kylie Jenner. C'est ça qu'on a mis. On a mis des dermal fillers pour plump les lèvres. Si tu veux vraiment, c'est pas mal. Je crois que c'est vraiment intéressant, docteur, parce que surtout dans les milieux africains, de savoir que ce sont des choses qui existent. Moi, je n'hésiterai pas de te consulter. Franchement, écoute, la vie c'est ça. On veut se garder belle et bien, et pourquoi pas. Et à part cela, j'ai aussi un programme médical d'amaigrissement, un programme médical de perte de poids. Et aussi, on a aussi des injections de lipolytique, pour des personnes, les personnes qui sont assez fortes. On commence toujours par le programme de perte de poids. Mais celles qui sont comme vous, bien sveltes, mais vous avez des
comme on dit, stubborn pocket of fat. Donc des pochettes de graisse têtues, si je dois translate littéralement, des pochettes de graisse têtues, de petites, donc vous avez votre poids idéal, mais vous avez surtout au niveau du ventre ou des love handles, je ne sais pas comment on dit en français. Les hanches. Il y a des fois des amours, je ne sais pas, des anneaux d'amour. Excusez-moi, ça fait longtemps que je suis en Afrique du Sud, donc je perds des fois mon français. Donc ces pochettes de graisse, on peut injecter des lipolytiques pour essayer de faire dissoudre ces pochettes de graisse. Et c'est par le mécanisme de mort cellulaire. Donc quand on injecte ces produits, ça cause la mort des cellules de graisse. Et ainsi, on perd des centimètres dans ces zones-là. Mais c'est vraiment intéressant. Je pense que si on reste ici, on risque de passer des heures. Et ça, c'était juste ce que moi j'offre. Et ma thérapeute, elle offre macroneedling. Elle est plus concentrée sur le traitement de la peau. Dans macroneedling, chemical pills. Elle fait aussi photolight therapies et j'en passe. Il y a beaucoup de traitements. Pour nous, tu sais, quand tu viens ici sur le plateau, c'est comme l'introduction de ce que tu fais et les personnes vont te contacter. Enfin, je suis sûre que les Noirs ou d'autres personnes cherchent ces genres de traitements, veulent redevenir toutes belles. Il y a des gens que tu regardes qui a 20 ans, mais si on met la personne et moi, on se dit que la personne est plus âgée et je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est très important de prendre soin de soi. Souvenez-vous que la peau, c'est le plus large organe dans notre corps. C'est le plus large. Et aussi, votre peau, c'est ce que les gens voient en premier lorsqu'on vous rencontre. Ça, c'est vrai, l'état de la peau, c'est vrai que ce dernier temps, les maquillages nous aident, mais même si vous avez des boutons, un acné, même si vous avez mis le fond de teint, on peut toujours voir que votre peau n'est pas en bonne forme. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter, qui sont obligés de mettre des fonds de teint tous les jours, mais qui n'aiment pas ça. Qui n'aiment pas ça, mais ils sont obligés de cacher parce que leur peau est a des colorations différentes, ils ont des taches. Et ça, on peut aider. Elles ne sont pas obligées de rester comme cela. Il y a des solutions. Nous sommes là pour dire qu'il y a des solutions pour cela. On peut aider et on a des solutions qui sont efficaces. En tout cas, Dr Bijou, c'était super bien. Et j'ai l'impression qu'on parle encore plus. Mais le temps fait défaut. Il faudrait que nous puissions nous arrêter. Mais les détails sont là. Et votre numéro, l'email, comment vous contacter. Et un mot de la fin. Pour encourager quelqu'un qui veut faire ce traitement, qui se gêne, qui ne veut pas, qui hésite sur ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Oui, mais je comprends qu'il y a des fois un stigma dans notre communauté parce que ce sont des choses qu'on ne connaît pas. On est en train de découvrir. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi, ils ne comprennent pas et il y a trop d'histoires qui circulent qui ne sont pas vraies. Alors moi, je dirais à des personnes comme cela qu'elles peuvent venir. C'est pour ça que j'ai décidé que mon cabinet ne soit pas dans un shopping center. Parce que c'est la discrétion. Beaucoup de gens veulent la discrétion. Donc mon cabinet est dans un office park. Donc vous entrez, vous faites votre histoire, vous sortez, vous êtes parti et personne ni vu ni connu. C'est votre secret. Parce que beaucoup de femmes aussi ne veulent pas. On n'en parle pas, surtout dans notre milieu africain. Les gens n'en parlent pas et je respecte cela. Je respecte cela. Je ne poste pas des photos de gens qui ne m'ont pas donné la permission. On respecte, c'est le secret médical, c'est la médecine, ça reste la médecine. Voilà. Donc voilà. Alors à toute personne qui voudrait faire cela, moi je les encouragerais, ne fût-ce qu'à venir pour une consultation, voir ce qu'on nous offre en détail. Comme ça on peut prendre le temps de nous asseoir avec vous et de vous expliquer en détail et voir vos problèmes et vous expliquer quelles sont les solutions que nous avons pour vous. Parce que c'est très important, comme je dis, lorsque les gens vous rencontrent, la première chose qu'on voit, c'est votre peau. Et lorsque votre peau est belle, vous vous sentez en confiance, vous pouvez aller conquérir le monde lorsque vous avez une bonne peau. Mais déjà, en te voyant venir ici, la première chose que j'ai fait, j'ai dit « Ah, mais je viens parler de la peau ».
On va voir la peau, c'est comment. Ben, je sais que tu as déjà une belle peau. Hein? Oui, mais Oui, vous pensez. oui, oui. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, hein, docteur. Merci beaucoup, beaucoup. Et moi, je crois que je viendrai te voir. Hein. Nini et moi, on viendra te voir certainement. Vous êtes les bienvenus. Oui. En tout cas, toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, écoutez, n'hésitez pas. Les dames, comme les hommes aussi. Hein. Oui. Ouais. Donc, tout le monde qui se sent pas bien dans sa peau, qui veut faire mieux, se sentir mieux dans sa peau, écoutez, n'hésitez pas de contacter Dr Bijou, de prendre rendez-vous et elle va vous aider dans la mesure du possible. En ce qui concerne pour notre émission, nous sommes vraiment à la fin de notre émission et nous voulons souhaiter à tout le monde de pouvoir vous abonner. Je sais que certainement il y a certaines personnes qui ne sont pas encore abonnées. C'est sûr. S'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous, cliquez sur la cloche à côté pour recevoir des notifications et comme ça, à chaque fois qu'il y aura nos émissions, vous allez être notifiés. Ben, sur cette note, je vous dis au revoir et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Ouais.